Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'optique et plus particulièrement des lentilles. Avant de démarrer, j'insiste bien sur une chose, c'est le fait que cette vidéo se veut être un aperçu de cette branche qu'est l'optique. Je vais parcourir une série de notions ici. Mon idée est de te donner certaines bases pour te permettre d'approfondir ce domaine par toi-même. L'optique est une branche qui s'intéresse en réalité à la lumière, et quand on s'intéresse à la lumière, on peut le faire de plusieurs manières, de plusieurs points de vue différents. Et ici, ce qu'on va faire en fait, c'est ce qu'on appelle de l'optique géométrique. Alors, pour pouvoir faire l'étude de la lumière dans le cadre de l'optique géométrique, on va devoir partir d'un premier principe, d'une première idée, qui est celle que la lumière se propage en ligne droite. Donc quand on va étudier la lumière, on va partir du principe qu'elle se propage en ligne droite. Et ça va nous permettre en fait d'utiliser un modèle qui est celui du rayon lumineux. Donc quand on veut représenter de la lumière, on va utiliser un rayon lumineux. Donc en fait c'est une droite dans laquelle la lumière se propage, et donc on vient indiquer des flèches qui donnent le sens de propagation. Donc on a un premier phénomène assez simple, la lumière se propage en ligne droite. Un deuxième phénomène que tu connais très bien avec la lumière, c'est celui de la réflexion. Donc ici, la réflexion de la lumière, c'est ce qui se passe quand tu te regardes dans un miroir. En fait, toi-même, tu émets de la lumière qui va être réfléchie par le miroir et qui va être renvoyée jusqu'à ton œil. Et donc, on va utiliser ce qu'on a dit juste avant, donc on va utiliser le modèle du rayon lumineux. Et donc, je vais imaginer ici que j'ai une surface en bleu qui est celle d'un miroir. Et ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir tracer ce qu'on appelle la normale à la surface, donc la normale au miroir. Donc, ce qu'on appelle la normale, c'est une droite fictive qui est perpendiculaire à la surface. Et on va imaginer qu'on a ici un rayon lumineux. Alors ce rayon lumineux, on va l'appeler le rayon incident, donc c'est celui qui se trouve à gauche. Et il va venir percuter le miroir au niveau de la normale à la surface. Et alors tu peux voir que ce rayon, entre guillemets, percute le miroir et puis est réfléchi, donc repart dans une autre direction. Eh bien, ce phénomène de réflexion, on peut le modéliser très facilement, puisqu'on peut observer expérimentalement que lorsqu'on a un angle d'incidence avec la normale, donc ici l'angle d'incidence, c'est l'angle que j'ai appelé I, donc entre guillemets c'est l'angle que la lumière fait en arrivant vers le miroir, eh bien cet angle d'incidence va en réalité être identique à l'angle de réflexion. Et donc, si je connais l'angle d'incidence, je peux automatiquement déduire l'angle de réflexion, c'est le même. Attention, ces angles, on les prend par rapport à la normale. Voilà, donc ça c'est un deuxième phénomène, la réflexion de la lumière. Troisième phénomène, et c'est celui qui sera en fait le plus important pour la suite de la vidéo, c'est celui de la réfraction de la lumière. Alors, réfraction de la lumière, c'est un phénomène que tu peux observer par exemple lorsque tu regardes une paille dans un verre. Tu as probablement déjà remarqué que quand tu regardes ta paille, eh bien, au moment où elle rentre dans le liquide, dans la boisson, eh bien, on a l'impression qu'elle est comme cassée. Elle n'est plus droite, mais il y a une espèce de cassure. Eh bien, ça, c'est dû à la réfraction de la lumière. Alors, pour comprendre ce qui se passe de manière un peu plus précise, on va ici imaginer que on a deux milieux, donc un milieu 1, un milieu 2. Alors le milieu 2, j'ai représenté en bleu ici. On va par exemple imaginer que c'est du vert et que le milieu 1, eh bien, ce serait tout simplement de l'air. Alors je vais à nouveau venir représenter ici la normale à la surface, en fait à l'interface entre les deux milieux. Donc j'ai la droite ici qui est perpendiculaire à la surface entre le milieu 1 et le milieu 2. Et je vais à nouveau imaginer que j'ai un rayon incident qui vient percuter, qui vient toucher la surface. Et ce rayon incident, comme pour la réflexion, tu vois qu'on l'a positionné de manière à arriver juste à l'endroit où passe la normale à la surface. Et ce qu'on va observer, donc, c'est qu'on va avoir un rayon lumineux qui va ici pas être réfléchi, mais qui va être réfracté. Et ce que tu peux déjà observer, c'est qu'en fait, l'angle d'incidence est plus grand que l'angle que la lumière fait, que le rayon lumineux fait avec la normale dans le milieu 2. Et donc tu vois ici, on observe une cassure du rayon lumineux. Donc c'est vraiment ce que tu observes avec une paille dans un verre. On a l'impression que la paille est cassée, c'est ce qu'on observe ici. Et donc on va avoir l'angle d'incidence, on va avoir l'angle R. Alors ici c'est l'angle de réfraction, ce n'est pas l'angle de réflexion.
et on va de nouveau essayer de modéliser les choses, donc donner une loi mathématique qui permette de calculer cette réfraction de la lumière. Alors pour ça, on va faire appel à ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Alors l'indice de réfraction, c'est quoi? Eh bien c'est en fait une propriété des milieux qui laissent passer la lumière, et cette propriété nous donne la capacité d'un milieu à dévier un rayon lumineux. Voilà. Et donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que l'indice de réfraction du milieu 1 et du milieu 2 sont différents, puisque la lumière en fait est déviée. Et quand on parle de réfraction de la lumière, c'est ça, c'est le fait que la lumière est déviée, que donc il y a une cassure dans sa trajectoire. Alors, l'indice de réfraction, on va le noter n, et il est assez facile à calculer. En fait, l'indice de réfraction, c'est c sur v, avec c qui représente la vitesse de la lumière dans le vide. Voilà, qui est une constante, donc c'est la vitesse de la lumière en réalité, et v qui va représenter la vitesse de la lumière dans le milieu particulier qu'on va considérer. Donc par exemple ici, la lumière dans le milieu 2 n'a pas la même vitesse que dans le vide. Alors, pour te donner quelques valeurs typiques, l'indice de réfraction du vide vaut 1, l'indice de réfraction de l'air est très proche de celui du vide, donc on considère qu'il vaut également 1 à peu de choses près. L'indice de réfraction du verre vaut 1,52. Alors, je t'ai dit, mon but est de parcourir certaines notions, donc je vais aller assez vite. Ce qu'on vient d'observer ici, donc cette réfraction de la lumière, on peut la modéliser avec une loi qui est la suivante. Donc, on a l'indice de réfraction du milieu 2, N2, fois sinus R, donc le sinus de l'angle de réfraction, est égal à l'indice de réfraction du milieu 1, N1, fois sinus I. Et donc, cette loi nous permet de décrire ce qui se passe au niveau de la propagation de la lumière quand la lumière change de milieu, quand il y a un changement de milieu. Alors, tu peux regarder ici le fait que N2, on a dit ici que c'était du verre, donc N2 est plus grand que N1, et ça entraîne le fait que l'angle de réfraction sera plus petit que l'angle d'incidence. Si on avait la situation inverse, c'est-à-dire que si on avait le rayon lumineux qui vient du milieu 2 et qui va vers le milieu 1, dans ce cas-là, l'indice de réfraction du milieu 1 serait plus petit, et de ce fait, l'angle de réfraction serait plus grand. Donc en fait, c'est un peu la situation symétrique à ce que je t'ai représenté ici. Alors, poursuivons et attaquons maintenant le vrai sujet qui va nous intéresser ici, c'est celui des lentilles. Alors, au niveau des lentilles, on va ici en présenter deux types particuliers. On va avoir ce qu'on appelle les lentilles convergentes. Alors, une lentille convergente, j'en représente une ici de manière un peu schématique. C'est une lentille dont les bords vont être plus fins. Donc, tu vois ici qu'on a les deux faces de la lentille qui sont arrondies. Alors, fais attention, mais ce que je représente ici, en fait, c'est une vue de profil, si je puis dire. Donc, tu dois imaginer que la lentille, en fait, elle a une certaine profondeur. Si tu n'es pas à l'aise avec ce qu'est une lentille, tu peux simplement imaginer que ceci est un verre de lunettes, en fait, tout simplement. Dans les verres de lunettes, les verres de lunettes sont des lentilles. Alors, on va représenter par la suite une lentille convergente avec ce petit schéma ici. Donc, c'est une barre avec deux flèches. Et l'orientation des flèches ici est importante. Tu vois qu'on a le fait que les bords sont plus fins que la partie centrale, en fait, de la lentille. Donc, on va parler de lentille convergente. Comme le nom l'indique, en fait, la lentille convergente va faire en sorte que les rayons lumineux vont converger vers un point, donc vont se retrouver en un point. Ce sera l'inverse des lentilles divergentes qu'on va voir juste après. Alors, juste petite parenthèse, pour comprendre ce qui se passe au niveau des lentilles, on peut faire un zoom. Donc je vais zoomer ici sur le bord de la lentille. Alors je redessine rapidement la lentille. Si on imagine qu'on a un rayon lumineux qui arrive, ce rayon lumineux, quand il arrive, il fait un angle avec la normale à la surface. Alors tu vois ici la normale, j'ai représenté vraiment juste en un point, donc j'ai représenté la perpendiculaire à la surface juste à ce point-là. Et avec ce qu'on vient de voir avec la réfraction, tu peux te douter ici que l'indice de réfraction de la lentille, qui serait par exemple du verre, sera plus grand que l'indice de réfraction de l'air d'où vient la lumière. Ça veut dire que l'angle va être réfracté avec un plus petit angle. J'ai représenté ça ici. Et puis, à nouveau, en fait, la lumière, le rayon lumineux va ressortir de la lentille. À ce moment-là, en fait, on passe d'un indice de réfraction plus grand vers un indice de réfraction plus petit, ce qui veut dire que l'angle de sortie, lui, va augmenter. Ça a pour effet de, à nouveau, dévier la lumière. Et tu vois que ici, en fait, la lumière est déviée de manière à
à changer de direction et à se propager quelque part vers le centre de la lentille. On y reviendra par la suite. Et donc c'est juste pour que tu comprennes que la réfraction que j'ai expliquée juste avant, eh ben, c'est ce phénomène-là qu'on va utiliser dans les lentilles pour obtenir des effets intéressants. Alors un autre type de lentille, eh bien, ce sont les lentilles divergentes. C'est l'inverse, les lentilles divergentes vont avoir un bord qui sera plus épais, et du coup, on va les représenter avec le schéma suivant. Donc de nouveau, c'est une espèce de ligne avec deux flèches, mais cette fois-ci, les flèches pointent vers le centre, et donc on voit qu'on représente le fait ici que les bords sont plus épais. Alors je ne l'ai pas encore dit, mais les lentilles, ce sont des dispositifs physiques qu'on retrouve dans un très grand nombre d'applications. Tu peux penser aux appareils photo, aux lunettes, aux lentilles, celles qu'on met dans les yeux, forcément, ça ne s'appelle pas lentilles pour rien. Les jumelles, les télescopes, les microscopes, tout ça fait appel en fait à de l'optique et à des lentilles. Donc c'est quelque chose de vraiment important qu'on utilise très fréquemment. Tu n'as qu'à penser à ton smartphone et aux photos que tu prends. Pour prendre des photos dans un smartphone, il faut des lentilles en fait. Sans ça, c'est pas possible. Alors, par rapport aux lentilles, on doit aborder une notion, même deux notions qui seront très très importantes, même trois notions en fait, le foyer, l'axe et le centre optique. Alors l'idée ici, ça va être de pouvoir en fait prédire l'effet que va avoir une lentille. C'est ça notre objectif ici, c'est quand on a un certain type de lentille et qu'on a un objet qui se trouve à une certaine distance de cette lentille, on va vouloir étudier l'image qui va ressortir de cette lentille, ce qu'on va pouvoir observer. Alors pour ça, on va devoir faire appel à des espèces de schémas d'optique. Et on va donc à chaque fois venir représenter la lentille. Donc on ne s'amuse pas à dessiner la lentille en entier, mais donc on va la représenter avec le schéma que je t'ai présenté juste avant. Et donc ici, j'ai une lentille qui est convergente. On va venir représenter sur ce schéma ce qu'on appelle l'axe optique. Donc en fait, c'est une droite qui va passer par le centre de la lentille. On va se contenter de cette explication-là. Et on va avoir en un point ce qu'on appelle le centre optique. Alors le centre optique, c'est un lieu important parce qu'un rayon lumineux qui viendrait ici passer par ce centre optique, ne sera pas dévié. Donc ça, c'est une propriété importante. Le rayon lumineux, en fait, il passe au travers de la lentille comme si la lentille n'était pas là, dans le sens où le rayon ne va pas avoir son sens de propagation changé. Ça va, retiens vraiment cette notion-là, ce sera important pour la suite. Alors, donc ici, on a défini l'axe optique, le centre optique. Donc le centre optique, c'est un point de la lentille où un rayon lumineux passe sans être dévié. L'axe optique, c'est l'axe qui va passer par le centre de la lentille. La vraie définition est un peu plus compliquée, mais je ne vais pas m'y attarder. Alors, on va s'intéresser maintenant à la notion de foyer. Et pour ça, je vais représenter une lentille qui est convergente, comme tu le vois. Et la particularité en fait du foyer, c'est quoi ? Comme tu le vois, j'ai représenté ici un rayon lumineux qui arrive sur la lentille, et ce rayon lumineux, il a la particularité d'être parallèle à l'axe optique. Quand on a ça, un rayon lumineux qui arrive parallèle à l'axe optique, il va venir intercepter, il va venir croiser l'axe optique en un point particulier. Ce point, c'est celui qu'on va appeler le foyer. Et donc ça, c'est valable pour n'importe quel rayon lumineux qui serait parallèle à l'axe optique. Donc je peux en représenter un autre, tu vois, qui serait ici de l'autre côté de l'axe optique. À nouveau, ce rayon lumineux va en fait être dévié par la lentille et va passer par le foyer. Alors en réalité, on va avoir besoin de deux foyers. Donc dans une lentille, on considère qu'il y a deux foyers. Il y a le foyer que j'ai dessiné ici, mais il y a en fait de l'autre côté, à la même distance, un autre foyer. Tu vas voir à quoi ça va nous servir par la suite. Et donc ici, je vais numéroter les foyers de manière arbitraire en disant qu'on a F1 qui se trouve à gauche et F2 qui se trouve à droite. Et donc la définition du foyer, c'est la suivante. Donc lorsqu'on a une lentille convergente, un faisceau parallèle, alors attention, c'est un faisceau parallèle à l'axe optique, va se réfracter en convergeant vers le foyer situé de l'autre côté de la lentille. Et donc quand je dis de l'autre côté de la lentille, c'est par rapport à la source, à l'origine du faisceau. Donc tu vois ici, le faisceau vient de la gauche, donc ça veut dire que le rayon qui est parallèle ici à l'axe optique va en fait être dévié par la lentille en convergeant vers le foyer qui est situé à droite de la lentille. Et donc tu vois ici que lorsqu'on parle de lentille convergente, c'est comme je l'ai dit, on a vraiment, tu vois les rayons qui convergent vers ce foyer. Alors c'est vrai en fait uniquement pour les rayons qui sont parallèles à l'axe optique.
mais c'est de là que le nom lentille convergente provient. Alors, regardons maintenant ce qui se passe pour les lentilles divergentes. Et donc, de la même manière, je vais venir représenter ici une lentille divergente avec le petit schéma que je t'ai présenté tout à l'heure. Donc, on a la lentille divergente, on a notre axe optique, on a notre centre optique. Et donc, on va imaginer qu'on a aussi un foyer 1, un foyer 2, donc un foyer à gauche, un foyer à droite de la lentille. Les deux foyers sont à égale distance de la lentille, et donc on va représenter ici un rayon lumineux qui est parallèle et qui vient de la gauche. Alors ici, il se passe quelque chose de particulier. Ce qui se passe, c'est que donc on a notre rayon lumineux qui provient de la gauche, qui est parallèle à l'axe optique et qui va venir sur la lentille. Eh bien, en fait, ce rayon lumineux va venir être dévié, et cette fois-ci, il va être dévié de manière divergente. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il part, en fait, complètement à l'opposé de l'axe optique ou à l'opposé du centre optique. Et pour savoir de quelle manière il va être dévié, en fait, on doit faire une construction ici. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va utiliser une droite, en fait, un rayon lumineux fictif, qui provient du foyer qui est du même côté que l'origine du rayon lumineux. Et en fait, le rayon va être dévié dans le prolongement de ce rayon lumineux. Et tu vois que ce rayon lumineux, en fait, il provient du foyer 1. Il va aller jusqu'à la lentille, à l'endroit où le rayon lumineux d'origine a touché la lentille. Et en fait, le rayon lumineux va continuer dans cette direction-là. Et donc, ce que j'ai représenté ici, attention, en fait, c'est une droite de construction qui me permet de déterminer la direction de propagation de mon rayon lumineux qui a été dévié par la lentille. Et donc, je peux dire ici que lorsque j'ai une lentille divergente, un faisceau lumineux qui est parallèle à l'axe optique va se réfracter comme s'il provenait du foyer situé du même côté que la source du faisceau. Alors j'insiste bien, je mets comme s'il provenait du foyer situé du même côté. Le fait de dire comme, ça indique bien qu'en fait il ne provient pas du foyer. On voit ici que le rayon il vient d'une source qui n'est même pas présentée sur le schéma. Mais si je veux savoir dans quelle direction mon rayon va diverger, je dois utiliser cette idée que je vais faire comme si le rayon provenait de ce foyer 1 ici. Donc dans le contexte dans lequel je suis, c'est le foyer 1. Si mon rayon provenait de la droite, je devrais utiliser le foyer 2. Voilà. Alors peut-être que les choses sont encore un petit peu abstraites, mais pour vraiment être à l'aise avec ces notions, il faut faire peut-être un exercice ou deux, comme je te le présenterai par la suite. Alors poursuivons avec une autre notion, c'est celle que je vais appeler ici le principe du retour inverse. En fait, ici je t'ai représenté pour la lentille convergente et la lentille divergente des rayons de lumière qui viennent de la gauche et qui sont parallèles à l'axe optique. Je pourrais inverser complètement la situation, c'est-à-dire que je peux imaginer d'avoir une lentille divergente, une lentille convergente, même situation que j'avais tout à l'heure, et cette fois-ci, en fait, les rayons lumineux incidents, donc les rayons lumineux qui arrivent sur la lentille, passent par le foyer. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans le cas de la lentille convergente, si j'ai mes deux foyers, et que j'ai un rayon qui passe ici par F1, alors tu vois, le rayon vient de la gauche, il passe par F1, et bien comme ce rayon passe par F1, il va être en fait dévié, et il va poursuivre son chemin en étant parallèle à l'axe optique. Et donc tu vois, on a en fait la situation opposée à ce que j'ai présenté juste avant. Ici, le rayon qui arrive il passe par le foyer, et donc dans ce cas-là, il va repartir en étant parallèle. Donc c'est pour ça qu'on parle de retour inverse, c'est qu'on a l'équivalent, si j'ai un rayon qui arrive de manière parallèle, il est dévié en passant par le foyer. Si j'ai un rayon qui arrive en passant par le foyer, il est dévié de manière parallèle à l'axe optique. Et donc c'est exactement la même chose dans le cas de la lentille divergente. Alors je vais d'abord juste écrire ici la petite définition. Donc un faisceau qui passe par le foyer va se réfracter parallèlement à l'axe optique. Et donc pour la lentille divergente, si j'ai un rayon qui arrive, et alors ici c'est un peu particulier, mais donc je dois imaginer que ce rayon qui arrive est en direction, donc va passer par le foyer qui est de l'autre côté, et bien dans ce cas-là, le rayon, tu le vois ici, va être dévié parallèlement à l'axe optique. Et donc dans le cas d'une lentille divergente, je vais pouvoir dire qu'un faisceau qui passe par le prolongement du foyer qui se trouve derrière la lentille se réfracte parallèlement à l'axe optique. Donc encore une fois,
on retrouve en réalité la situation symétrique à ce qu'on a dit juste avant. Très bien, alors ça fait pas mal d'infos, on va donc prendre le temps de faire une pause si jamais je vais trop vite. Mais en attendant, moi je continue avec ici les rayons parallèles. Alors je vais donc imaginer ici que j'ai deux rayons qui sont parallèles. De nouveau, je vais étudier les deux cas de la lentille convergente et divergente. Et donc si j'ai deux rayons parallèles, eh bien je peux dire que ces deux rayons vont se croiser dans le plan focal. Alors le plan focal, je ne l'ai encore jamais mentionné. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un plan qui passe par le foyer, tout simplement. Voilà. Alors, on va représenter un petit peu tout cela pour être bien clair. Et donc, je vais étudier la lentille convergente en premier lieu. J'écris déjà lentille divergente, comme ça, on travaille sur les deux en même temps et on peut aller un peu plus vite. Alors, pour la lentille convergente, je vais imaginer donc que j'ai deux rayons lumineux qui arrivent de manière parallèle. Et tu vois ici, j'ai déjà représenté en vert ce que j'appelle le plan focal. Donc, tu vois, le plan focal, c'est un plan dont l'axe optique est une normale. Donc ça veut dire ici que l'axe optique, en fait, il est perpendiculaire au plan que j'ai représenté en vert. Alors fais bien attention, ici on dirait que le plan est une droite, mais rappelle-toi qu'en fait il y a une profondeur à la situation ici, hein, et que donc mon plan, il a un prolongement, mais que je ne représente pas ici sur le schéma, puisqu'on est en deux dimensions. Alors, je vais maintenant regarder ce qui se passe donc lorsque j'ai deux rayons parallèles, et pour ça je vais représenter un premier rayon, et ce premier rayon il passe par le centre optique. Alors, un rayon qui passe par le centre optique, on l'a dit, eh bien il n'est pas dévié. Et donc c'est intéressant parce que ça veut dire que si j'ai un deuxième rayon parallèle à ce premier rayon, eh bien je sais que, avec ce que j'ai dit, que ce rayon, en fait, il va venir croiser le premier rayon au niveau du plan focal. Et donc, ça me permet en fait de déterminer l'endroit où les deux rayons vont se croiser lorsqu'ils sont passés par la lentille. Donc tu vois, cette idée ici de deux rayons parallèles se croisent dans le plan focal, c'est très intéressant ici pour venir construire ce qui se passe au niveau de mes rayons lumineux. Et donc, voilà, j'ai représenté ici la direction de propagation de ma lumière, et donc en bleu, ici le tout petit point bleu, eh bien c'est l'endroit où mes deux rayons se retrouvent, où mes deux rayons se croisent. C'est le même principe pour les lentilles divergentes. Donc si j'imagine que j'ai mon plan focal, alors ici le plan focal en fait c'est celui qui est du côté d'origine du rayon lumineux, hein, donc il est du même côté que l'endroit d'où viennent les rayons lumineux. Et bien si j'imagine que j'ai de nouveau un rayon lumineux qui passe par le centre optique, ce rayon n'est pas dévié. Si j'ai un autre rayon lumineux qui ne passe pas par le centre optique et qui est parallèle à ce premier rayon, eh bien je vais pouvoir déterminer dans quelle direction il va être dévié. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser ce que je viens de dire, à savoir que les deux rayons lumineux vont se croiser dans le plan focal. Alors le plan focal ici, donc c'est bien le plan focal de F1. Et donc je peux tracer ici ma droite, qui est de nouveau une droite de construction. Ce n'est pas un vrai rayon lumineux, mais en fait, ce que je vais observer de l'autre côté de la lentille, c'est un rayon lumineux qui se comporte comme s'il venait de ce point-là. Et donc je peux tracer la direction de propagation de mes deux rayons grâce à cette construction. Et donc j'ai bien ici, sur le plan focal, le point d'intersection entre ces deux rayons lumineux qui sont parallèles. Voilà. Alors peut-être que pour l'instant tu ne vois pas très bien à quoi ça nous sert, mais en fait, avec ces idées-là, avec ces principes que je suis occupé d'expliquer, on va pouvoir analyser ce qui se passe lorsqu'on utilise une lentille pour regarder un objet. Alors, on peut continuer et justement nous intéresser maintenant à la construction de l'image obtenue grâce à une lentille. Et je vais commencer ici par une lentille convergente. Et donc tu vois ici, je représente mon axe optique, je représente ma lentille et mes foyers. Et je vais imaginer ici que j'ai une jolie petite fleur qui se trouve à une certaine distance de ma lentille. Eh bien, je vais pouvoir regarder ce qui se passe avec cette lentille en utilisant tout ce que je viens d'expliquer. Alors, je vais par exemple considérer un point particulier dans ma fleur, hein, c'est le petit point que j'ai représenté en noir. Et donc, pour ça, tu dois savoir qu'en fait, un endroit, un point dans un objet, en fait, émet de la lumière dans toutes les directions. Et donc, moi, je vais regarder ici un rayon lumineux particulier. Donc le point de ma fleur ici émet de la lumière et il y a notamment un rayon de lumière qui va être parallèle à l'axe optique. Et donc ça veut dire que ce point émet de la lumière et j'ai un rayon qui est parallèle à l'axe optique et ce rayon va arriver sur la lentille.
Avec ce qu'on a vu, je peux déjà dire un truc intéressant, c'est que ce rayon lumineux va être dévié en passant par le foyer F2. Et donc je peux tracer ici un premier rayon lumineux de l'autre côté de la lentille. Je vais utiliser une autre donnée, un autre principe que je t'ai expliqué. C'est le fait qu'un rayon lumineux qui serait émis par le même point, hein, donc par le même endroit de la fleur que je considère, eh bien ce rayon lumineux qui passerait par le centre optique ne serait pas dévié et donc il poursuivrait sa route. Et je peux encore prendre un troisième faisceau lumineux toujours émis par le même point de la fleur. Ce rayon lumineux il a la particularité de passer par F1, ce qui veut dire qu'il va être dévié par la lentille de manière parallèle à l'axe optique. Et là, eh bien, ce que je peux observer, c'est qu'en fait, j'ai les trois rayons lumineux que j'ai considérés qui se regroupent, qui se retrouvent en un même point. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que si je mets mon œil à cet endroit-là, eh bien, ça veut dire que je vais quelque part avoir la lumière émise par l'objet, en tout cas par le point que j'ai considéré qui va me parvenir. Alors ici je l'ai fait pour un seul point, mais en réalité chaque point de la fleur émet de la lumière et j'ai à chaque fois tous ces rayons lumineux particuliers que j'ai considérés ici, qu'on va retrouver en fait. Donc ça veut dire que pour chaque point, par exemple si je prends un point de la tige, je vais aussi avoir un rayon lumineux qui sera parallèle à l'axe optique, un qui passera par le centre optique et un qui passera par le foyer numéro 1. Et donc, je peux me rendre compte que ce que je vais avoir de l'autre côté, c'est que je vais avoir finalement l'image de ma fleur qui va se reconstituer. Et donc, je me retrouve avec une fleur. Maintenant, la petite particularité, alors tu peux faire l'exercice et essayer de te rendre compte par toi-même, c'est que cette fleur de l'autre côté, tu vois qu'en fait, son sens est inversé. Donc en réalité, l'objet que je vais observer de l'autre côté de la lentille va avoir son sens qui est inversé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes bien, en fait, la fleur que j'obtiens du côté de F2, eh bien, elle est plus grande que la fleur que j'avais à l'origine. Et donc là, tu peux te rendre compte que la lentille que j'ai utilisée ici, eh bien, elle a eu un rôle de grossissement, donc j'ai en fait agrandi l'objet. Et tu t'en doutes, c'est bien l'intérêt d'utiliser des lentilles, c'est que ça permet de voir des objets en plus grand que ce qu'ils ne sont vraiment. C'est le principe de la loupe ou c'est le principe d'un zoom sur un appareil photo. Voilà. Donc ici, tu vois maintenant un peu à quoi sert tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça nous permet de reconstruire l'image qu'on va obtenir grâce à une lentille. Alors, on va faire le même exercice pour une lentille divergente cette fois-ci. Et donc, on va appliquer un peu la même méthodologie. Donc, je vais de nouveau reprendre ma jolie petite fleur. Et je vais de nouveau reconsidérer un point. Et je vais prendre, pour ce point, un faisceau lumineux qui serait parallèle à l'axe optique. Alors je vais utiliser les règles de construction qu'on a vues. Donc ce rayon lumineux, comme il est parallèle à l'axe optique, ça veut dire qu'il va être émis de manière à avoir un rayon lumineux en sortie de la lentille qui donnera l'impression de venir du foyer numéro 1. Donc j'ai ici ma droite de construction et mon rayon lumineux qui est émis de l'autre côté de la lentille. Enfin qui est propagé de l'autre côté de la lentille. Je peux également faire la même chose pour un rayon lumineux qui vient de ce même point et qui passe par le centre optique. Et donc je vais ici en fait avoir mes rayons de lumière qui se croisent cette fois-ci du côté gauche de la lentille. Et de nouveau, je peux me convaincre que si je fais ça pour tous les points de ma fleur, eh bien je vais obtenir à cet endroit-là une image de ma fleur. Alors tu vois ici ce qui est intéressant, c'est que cette image, elle est de taille réduite, par contre elle a le même sens, la même orientation que l'objet initial. Alors attention, tu dois bien comprendre que cette petite fleur que j'ai dessinée ici, en fait, c'est une image virtuelle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, c'est une espèce de construction ici qui me permet de comprendre ce que je vais voir de l'autre côté de la lentille. Donc si je mets mon œil à droite de la lentille, je vais avoir l'impression de voir une fleur qui aurait la taille de cette petite fleur et qui en fait aurait la position de cette petite fleur. Mais c'est vraiment une image virtuelle, c'est une construction qui permet de voir en réalité l'effet que la lentille va avoir sur les rayons de lumière. Et donc les lentilles convergentes, elles vont quelque part générer une image virtuelle, mais c'est une illusion d'optique. Donc là c'est un truc important à comprendre.
Par contre, pour les lentilles convergentes, je ne l'ai pas encore dit, mais l'image que j'ai dessinée, donc l'image produite par la lentille convergente, ce n'est pas une image virtuelle. C'est-à-dire que si je venais mettre un écran à l'endroit que j'ai considéré, eh bien, je verrais en réalité une image projetée. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs dans les projecteurs. Tu as une lentille qui peut venir régler la distance à laquelle tu vas venir projeter. Ça va, donc ici j'ai bien ce qu'on appelle une image virtuelle, et cette image elle est plus petite et de même sens que l'objet d'origine. Alors, tout ceci c'est intéressant, on a vu comment construire les choses. Maintenant, c'est un petit peu fastidieux et c'est pas très précis. Ça veut dire que je pourrais imaginer que si on me donne une lentille particulière, je peux dessiner un schéma à l'échelle et m'amuser à représenter l'objet que je veux considérer avec ma lentille, et puis faire mes tracés, tracer mes droites, etc. etc. Mais c'est un peu fastidieux. Donc dans la pratique, eh bien, on préfère utiliser des lois mathématiques qui vont permettre de modéliser tout ce que je viens d'expliquer. Et ces lois mathématiques, eh bien, c'est ce qu'on appelle les lois de conjugaison. Donc ce sont des lois qui vont nous permettre de mathématiser tout ce que je viens d'expliquer ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va quand même représenter les choses de manière schématique, mais ici, pas forcément à l'échelle. C'est juste vraiment un schéma de principe. Donc j'ai ma lentille, ici une lentille convergente, avec deux foyers. Ce que je vais venir faire, eh bien, c'est ajouter en fait à ce schéma un système de coordonnées. Donc j'ai ici un petit repère cartésien avec l'axe des x et l'axe des y. Et en réalité, tu vas voir que la loi mathématique qu'on va utiliser, en fait les lois mathématiques qu'on va utiliser, eh bien, elles vont reposer sur ce système de coordonnées. Alors, je vais représenter mes deux objets. Donc j'ai ma fleur et j'ai en fait l'image de ma fleur, donc c'est pas vraiment mes deux objets, mais j'ai mon objet et mon image. Et d'ailleurs, on va dire ici que j'ai l'objet et l'image produite par la lentille de l'autre côté. Et donc tu vois ici, j'ai présenté les choses de manière schématique, donc j'ai mon image qui est plus grande et qui est inversée par rapport à l'objet d'origine. Très bien. Alors, je vais écrire une première loi de conjugaison, et cette loi, c'est la suivante, donc j'ai 1 sur fi est égal à 1 sur xi moins 1 sur xo. Alors, fi, c'est quoi? En fait, c'est le foyer image, donc c'est la coordonnée du foyer image. Xi, c'est la coordonnée de l'image, et xo, c'est la coordonnée de l'objet. Et donc, j'insiste vraiment ici sur un truc très important, c'est que fi, xi et xo, il faut bien comprendre que ce sont des coordonnées par rapport à mon repère. Okay. Et donc, ce que je peux dire par exemple, c'est que fi, eh bien, fi, ça correspond en fait à la distance entre le centre optique et le foyer image. Donc mon image ici est à droite, donc en fait c'est bien f2 que je dois considérer. Mais alors attention, comme ce sont des coordonnées, ça veut dire que je dois respecter le sens de mon système de coordonnées, et donc fi ici est positif. Donc si je considère par exemple xo, ça veut dire la coordonnée de l'objet, mais je dois aussi considérer que ce sont des coordonnées, donc je vais en fait prendre la distance de l'objet par rapport au centre optique, mais je dois bien faire attention, en fait, ici, par rapport à mon système de coordonnées, je vais obtenir une grandeur qui sera négative, puisque mon origine se trouve sur le centre optique. De la même manière, la coordonnée de l'image, eh bien, est une coordonnée qui sera positive. Ça va? Et donc, en fait, cette loi, voilà, elle est posée ici. Et donc, si je connais par exemple la grandeur focale, ce qu'on appelle la grandeur focale, donc ça veut dire la distance des foyers de ma lentille, et que je connais la distance de mon objet que je suis occupé à regarder, je vais pouvoir calculer eh bien, la distance de l'image qui va être produite. Alors ça c'est la première loi de conjugaison, et celle-ci en fait concerne la position sur l'axe des x de l'objet et de l'image. Et la deuxième loi de conjugaison eh bien, va concerner en fait la grandeur, donc la coordonnée y de l'image et de l'objet. Alors cette loi c'est la suivante, donc j'ai yi sur yo est égal à xi sur xo. À nouveau, ce sont des coordonnées, donc ça veut dire que je dois bien respecter le sens des coordonnées avec des valeurs négatives ou positives, en faisant bien attention à la situation. Parfait. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à deux petits exercices. Alors la loi de conjugaison que j'ai expliquée ici, elle est valable pour les lentilles convergentes, elle est valable aussi pour les lentilles divergentes. On fera tout de suite un exemple en exercice. Alors exercice, je te propose d'étudier
la situation suivante. Donc j'ai une lentille convergente pour commencer, et je regarde ici une espèce de vase. Voilà, j'ai dessiné un truc un petit peu moche, c'est pas très important. Et je vais considérer que ce vase se trouve à une distance de 2f. Alors 2f, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le fait que ma distance, la distance de l'objet, se trouve à 2 fois la distance focale. La distance focale, je te rappelle que c'est la distance des foyers par rapport au centre optique. Et donc ça, je ne l'ai pas encore dit, mais quand on a une lentille dans un dispositif quelconque, en fait, on te donne la distance focale. Hein. Donc des gens qui utilisent des lentilles pour faire des lunettes, des appareils photo, ben, ils ont besoin de connaître la distance focale de la lentille pour pouvoir réaliser la tâche qu'ils veulent réaliser avec la lentille. Voilà. En fait, comme je travaille ici avec une valeur symbolique pour la distance XO, eh ben, je n'ai pas besoin de plus d'informations, je peux déjà me mettre à travailler avec ça. Et donc je vais réécrire ici ma première loi de conjugaison, et je vais venir observer les grandeurs qui me sont données. Alors, la première chose qu'on me donne, eh bien, c'est FI. En fait, FI, donc c'est la distance, la coordonnée du foyer image. Ben, par définition, la distance du foyer image, elle vaut F. Et comme ici, rappelle-toi que implicitement, j'ai un système de coordonnées qui est centré sur le centre optique, eh bien, ça veut dire ici que le foyer image, eh bien, il est positif. C'est une grandeur qui est positive. Ce qu'on me donne également dans la formule, c'est x objet. Et cette longueur, ici, cette coordonnée plutôt, elle vaut 2f. Mais c'est 2f à gauche de l'origine. Donc ça veut dire que j'ai ici une grandeur qui est négative, donc c'est moins 2f. Alors je peux mettre ceci dans ma formule, hein, et donc voilà, c'est un peu perturbant, mais je travaille de manière symbolique ici, et donc f représente une certaine grandeur qui ne m'est pas donnée, mais donc je vais travailler avec ça. Et donc j'ai 1 sur f est égal à 1 sur xi moins 1 sur 2f. Et donc si je fais le calcul ici, je vais arriver à dire que xi, donc la coordonnée de l'image produite, est égale à 2f. Autrement dit, je vais avoir mon image qui va se former à une distance 2f à droite de la lentille. Très bien. Alors, maintenant, je peux m'intéresser à la taille de mon objet et à la taille de l'image que je vais obtenir. Et donc, je mets ma deuxième loi de conjugaison, donc yi sur yo est égal à xi sur xo. Alors, là-dedans, il y a des choses que je connais déjà. YO, je le connais, parce qu'en fait, YO, c'est la taille de mon objet d'origine. Mais de nouveau, je travaille de manière symbolique, donc je n'ai pas de valeur, donc je vais considérer que c'est YO. XI, je viens de le calculer, ça vaut 2F. On l'a calculé grâce à la première loi de conjugaison. XO, ça vaut moins 2F. Et donc, je peux intégrer ceci, mettre les valeurs, entre guillemets, puisque ce sont des symboles dans ma formule. Et donc je vais arriver à yi sur yo est égal à 2f sur moins 2f. Et tout ceci me donne en fait yi est égal à moins yo. Alors ici, ça nous dit quelque chose de très intéressant. Tu vois que le signe est opposé pour yi et yo, ce qui signifie que l'image qu'on obtient est inversée et de même taille. Alors, je résume tout ceci. Ce que je viens d'observer, ce que je viens de calculer en réalité, c'est que si je mets un objet à une distance qui est de 2f, donc 2 fois la distance focale de ma lentille, ce que je vais obtenir comme image produite, c'est une image qui aura la même taille et qui sera inversée de l'autre côté de ma lentille. Voilà. Alors, évidemment, ici je travaille de manière symbolique, mais donc on peut très bien imaginer que dans un exercice, tu aies des valeurs qui te soient données, et qu'on te dise par exemple que la longueur focale est de 50 mm et que la distance de l'objet est de 3 mètres et que la taille de l'objet est de 40 cm. Évidemment, tu peux avoir des valeurs qui te sont proposées. Alors, attaquons le deuxième exercice, et ce sera le dernier que je vais réaliser dans cette vidéo, et je vais m'intéresser cette fois-ci à un petit personnage qui se trouve à une certaine distance d'une lentille convergente. Et ce qu'on me donne ici, eh bien, c'est le fait que le personnage se trouve à une distance qui est de 3f, donc autrement dit, à 3 fois la distance focale de la lentille. Très bien. Et donc, je représente ici le fait que par définition, f, c'est la distance focale, donc c'est la distance du foyer par rapport au centre optique.
Alors, maintenant qu'on sait ça, eh bien, je vais réécrire ma loi de conjugaison. C'est la même hein, pour les euh, lentilles convergentes et divergentes. Et la première chose que je peux dire, eh bien, c'est que le foyer image ici, c'est une grandeur qui est négative. Hein, puisque rappelle-toi que pour les lentilles convergentes, le foyer image, donc le foyer qu'on utilise pour construire l'image, en fait, c'est celui qui est du même côté que l'objet qu'on regarde. Et donc ici, en fait, c'est bien F1 que je dois considérer. Et donc F1, ben, il a une coordonnée qui est négative. Et donc sa coordonnée, ben, c'est moins F. Dans ma formule, on me donne également XO. Hein, XO, on m'a dit que c'était une distance de 3F, mais de nouveau, c'est une coordonnée. Et donc la coordonnée ici est de moins 3F, puisque, encore une fois, je dois bien avoir en tête que implicitement, j'ai ici un système de coordonnées cartésiennes centré sur le centre optique. Voilà, ben je peux remplacer dans la formule avec les valeurs qu'on me donne, et donc j'obtiens moins 1 sur f est égal à 1 sur xi plus 1 sur 3f. Je manipule tout ceci pour isoler xi puisque c'est ce qui m'intéresse, et donc j'arrive à dire que xi est égal à moins 3 quarts de f. Et donc, ce que ça me dit ici, ça me dit que l'image produite, alors c'est une image virtuelle ici, puisqu'on est sur une lentille convergente, mais donc l'image produite a une coordonnée qui est négative et elle se trouve à moins 3 quarts de la distance focale, ce qui veut dire que l'image, en fait, va se trouver ici, donc entre F1 et le centre optique, et donc en gros à 3 quarts de la distance focale par rapport au centre optique. Voilà, je l'ai représenté ici par une petite croix orange. Il nous reste maintenant à calculer la taille de l'image qui va être produite par la lentille. Et donc, on reprend la deuxième loi de conjugaison. YI sur YO est égal à XI sur XO. Et donc là-dedans, je connais toute une série de choses. Je connais YO qui représente la taille de l'objet que je considère. XI, donc la coordonnée de l'image, on vient de calculer, c'est moins 3 quarts de F. Et XO, on nous la donne dès le départ, c'est 3F. Et donc je peux intégrer tout ceci dans mon expression. Et je peux du coup me rendre compte que je vais avoir moins 3f sur moins 3f qui vont se simplifier. Et donc j'arrive à dire que le rapport yi sur yo est de 1 quart. Ce qui veut dire que l'image produite par la lentille eh bien, sera 4 fois plus petite que l'objet qu'on considère. Et donc quand je regarde dans la lentille, en fait, j'aurai l'impression de voir un objet qui sera 4 fois plus petit. C'est ça que ça signifie. Alors attention, dernière petite chose. Eh bien, YI et YO, ce sont des coordonnées qui sont toutes les deux négatives. Ça veut dire qu'on a bien ici une grandeur qui est positive. Hein. Donc ici, le rapport est positif. Et si le rapport est positif, eh bien, ça signifie que l'image est droite et réduite. Donc j'ai une image du personnage qui est dans le même sens que l'objet que je regarde, donc le personnage que je regarde. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mon idée était vraiment de te donner des bases pour appréhender ce domaine et pas de faire un cours complet et détaillé. Donc j'insiste bien, si tu as besoin de cette matière pour un examen d'entrée par exemple, ne te contente pas de cette vidéo, mais il faut que tu approfondisses le sujet par toi-même. Normalement, avec cette vidéo, tu devrais avoir une série de notions en tête qui te permettront de t'y retrouver dans un bouquin de physique. Merci pour ton écoute et à la prochaine.